Mais le plus absurde, c'est que ce Danemark a aussi acheté tout récemment 43 F-35 à la nation que ses troupes pourraient maintenant avoir l'ordre de combattre. On sait en outre que les États-Unis, lorsqu'ils vendent ce type de matériel, réclament les plans de vol des avions et se réservent le droit de clouer au sol électroniquement tout appareil s'il n'est pas utilisé comme il leur convient. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Alors Régis, vous vouliez aujourd'hui nous parler d'un sujet qui est celui du Danemark et aussi du Groenland Oui. Suite aux déclarations de Donald Trump. Oui, absolument. Donc j'ai intitulé cette chronique Pourquoi le Groenland change tout. Et vous allez comprendre, voilà. J'ai envie de me remonter un petit peu en arrière, une date, le 7 avril 1940, l'Allemagne nazie envahit le Danemark, les troupes danoises sont totalement prises de court, les communications s'effondrent, Copenhague tombe en 6 heures. C'est une humiliation. Alors, longtemps après la guerre, en 1952 pour être précis, et avec ce souvenir en tête, qui est un peu l'équivalent de notre étrange défaite de 1940, peut-être en pire, le Danemark rédige une règle simple pour son armée. En cas d'attaque, les soldats doivent immédiatement se battre sans attendre les ordres. Le 7 janvier 2026, les autorités danoises ont confirmé au plus ancien journal du pays, Berlingske, que cette directive reste en vigueur, même contre l'Amérique. Or, il faut savoir que, dans un passé récent, pas moins de 50 soldats danois sont morts en combattant aux côtés des Américains, en Irak, en Afghanistan, dans leur guerre, pour des interventions décidées par l'Amérique. Le Danemark a en outre dépensé 14,6 milliards de dollars pour la défense de l'Arctique, contrairement à ce que raconte Donald Trump, en acquérant en particulier des batteries Iris-T et patriotes, donc des armes américaines. Alors le plus absurde dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de choses absurdes, vous allez voir. Mais le plus absurde, c'est que ce Danemark a aussi acheté tout récemment 43 F-35 à la nation que ses troupes pourraient maintenant avoir l'ordre de combattre. On sait en outre que les États-Unis, lorsqu'ils vendent ce type de matériel, réclament les plans de vol des avions et se réservent le droit de clouer au sol électroniquement tout appareil s'il n'est pas utilisé comme il leur convient. On peut se demander d'ailleurs pourquoi, à aucun moment, devant les menaces de Trump, le gouvernement danois a annoncé qu'il renonçait au contrat d'armement avec une nation devenue hostile. Alors, un sondage récent révèle que 85% des Groenlandais, maintenant pour parler d'eux, s'opposent à l'adhésion à l'Amérique. Mais ce sondage, évidemment, ne dit pas tout, car au Groenland, vous ne le saviez peut-être pas, Alexandre, tous les partis politiques groenlandais sont indépendantistes. Ils ne veulent plus du Danemark, par le passé très maltraité les Inuits, procédant notamment dans les années 60 à des stérilisations forcées. Donc il y a quand même un contexte qui est un contexte séparatiste accentué en ce moment au Groenland. Alors 7 dirigeants européens viennent de signer une déclaration commune, le Groenland appartient à son peuple. Bon, donc c'est à lui de décider. Mais dans l'hypothèse où Trump choisirait la manière douce, cette indépendance acquise ou cette autonomie pourrait lui être utile. Elle pourrait en effet s'accompagner d'un accord d'association avec les États-Unis du même type que ceux existants pour l'île de San Juan dans les Caraïbes, Palau, les îles Marshall ou les États de Micronésie dans le Pacifique. Pour cela, les États-Unis préparent activement des mesures très incitatives en vue de séduire les Groenlandais et ils sont décidés à sortir le carnet de chèques. Alors, dans le cas d'une intervention, puisque c'est de ça qu'il faut parler, premier constat, c'est extrêmement nouveau, aucun membre de l'OTAN n'a menacé d'action militaire contre un autre en 75 ans. Jusqu'à ces menaces récentes, l'OTAN se trouve donc face à un dilemme de taille. En effet, le fameux article 5 qui protège ses membres en cas d'attaque n'a jamais été conçu pour qu'un membre en attaque un autre. Bon. Il n'y a pas de protocole, pas de précédent, pas de cadre. La première ministre danoise, Madame Mette Frederiksen, a fort justement déclaré que si les États-Unis attaquent un allié de l'OTAN, tout s'arrête, y compris l'OTAN. Et c'est là que réside peut-être l'objectif véritable de cette opération. Du côté de la Maison-Blanche, le projet Groenland est porté par un certain Stephen Miller, qui est le conseiller politique actuellement le plus puissant de Donald Trump. À peine la capture de Nicolás Maduro annoncée que la femme
de Stephen Miller postait sur X une carte du Groenland avec dessus le drapeau américain, comme pour dire que ce pays serait le prochain. Stephen Miller, quant à lui, a déclaré « Le monde est gouverné par la force ». Voilà le conseiller principal de Donald Trump actuellement. Pour lui, le cadre actuel sur le Groenland n'est pas tenable. Alors actuellement, on sait, les dépenses européennes de défense augmentent de 150 milliards d'euros par an, alors que l'autonomie stratégique devient une nécessité de survie. Chaque allié, même hors d'Europe, recalcule son positionnement vis-à-vis des USA, Japon, Taïwan, Australie, en faisant le constat suivant: si Washington menace Copenhague, qui est en sécurité ? Le 5 janvier dernier, Donald Trump déclarait « Parlons du Groenland dans 20 jours ». Bon, il y a eu l'affaire Maduro, mais immédiatement, et en particulier ce week-end, il a semblé plus pressé d'accélérer. Ce qui est étrange dans cette affaire tout du long, c'est que l'Amérique est en quelque sorte déjà chez elle au Groenland. La base spatiale de Pitufik est la base la plus septentrionale des United States Space Force depuis le 20 décembre 2019 et auparavant United States Air Force, et elle est située à 1524 km du pôle Nord. Pendant la guerre froide, les États-Unis avaient placé au Groenland quantité de stations radars pour observer les Russes. Quel serait l'intérêt de pousser plus loin l'occupation ? Alors, le secrétaire d'État Marco Rubio, qui de l'Ukraine au Venezuela en passant par l'Iran, semble l'homme de toutes les missions aujourd'hui, surtout celle qui consiste à passer de la pommade après la brutalité de Trump, doit rencontrer ses homologues européens cette semaine, mercredi je crois. À cette occasion, il parlera aux Danois dans le blanc des yeux. Ces derniers se sont d'ailleurs concertés avec les Français, les Britanniques et les Allemands pour potentiellement envoyer des troupes, s'interposer au Groenland. Seront-ils prêts à engager le feu contre les Américains si l'ordre en est donné ? Mystère. Alors la chose la plus folle dans cette histoire, et je reviens par rapport au début, c'est que l'Amérique a construit l'OTAN pour protéger l'Europe du fascisme. Or désormais, le Danemark invoque la directive qu'il a écrite pour contrer une invasion fasciste contre la nation qui a mis fin à l'occupation fasciste. Quand même assez fort, hein. Plus fou encore, l'architecture de sécurité qui a empêché la guerre des grandes puissances pendant 80 ans risque de ne pas se fracturer sur la Russie qui, en envahissant l'Ukraine, lui avait plutôt offert une seconde jeunesse, ou même sur la Chine, mais sur le fait que Washington menace Copenhague. Alors face à cela, on peut s'aveugler en se disant que Trump est fou, que lors de l'élection du suivant, dans 2 ans et demi, tout redeviendra normal. C'est méconnaître les Américains car ils ne sont pas à leur coup d'essai contre nous, mais opèrent en temps ordinaire de façon beaucoup plus discrète. On peut aussi se demander si dans notre aveuglement atlantiste, porté par des générations de politiques, biberonnés aux sirènes de l'oncle Sam, n'a pas fait de nous que nous sommes en fait trompés d'ennemis. Pensez aux quelques 500 personnalités françaises passées en particulier par le fameux programme des Young Leaders. Alors on en parle souvent des Young Leaders, je vais faire un petit récap. Je suis allé sur leur site internet, voilà la définition. Créé en 1981, c'est le plus ancien programme de leadership. Le programme Young Leader incarne l'engagement de la French American Foundation pour renforcer les liens historiques entre la France et les États-Unis. Il rassemble chaque année des femmes et des enfants des hommes remarquables, porteurs d'une vision commune, bâtir un avenir partagé bâtir un avenir partagé à travers le dialogue, la collaboration, les projets concrets qui répondent aux enjeux contemporains des 2 pays. Alors il faudra sans doute qu'ils revoient bientôt leur définition, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la liste. Alors parmi les membres, on trouve évidemment Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot. Alors on comprend que ça ne doit pas être très facile en ce moment pour eux de gérer justement cette volte-face américaine, mais il y a aussi plein d'autres, Édouard Philippe, Alain Juppé, Fleur Pellerin, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jeannette Bougrabe, Najat Vallaud-Belkacem, Valérie Pécresse et même François Hollande aussi. Il y a aussi les journalistes Jean-Marie Colombani, Christine Ockrent, l'homme d'affaires Alain Minc, le banquier Mathieu Pigasse. Alors certains n'ont pas mordu à l'hameçon, comme Nicolas Dupont-Aignan qui en fut, le sénateur Yves Pozzo di Borgo également. Alors, ce qui est très intéressant quand on voit tout ça, et quand on voit que ça s'est développé pendant des décennies, j'ai retrouvé une citation extraordinaire de Henry Kissinger, à qui on demandait un jour, un journaliste demandait, vous savez, le maître de la diplomatie américaine, on lui demandait quel est le secret
de la puissance des États-Unis. Et Kissinger répondait qu'il ne fallait pas chercher dans la puissance de l'armée, la puissance nucléaire, l'économie américaine, sa technologie ou sa recherche. Non. Les États-Unis, disait-il, sont les plus puissants, écoutez bien ça, parce qu'ils cherchent les traîtres à leur propre nation et les punissent, et ils cherchent les traîtres des autres nations et les exploitent. C'est fantastique. Voilà, et donc le programme des Young Leaders, je trouve, s'inscrit très très bien dans cette philosophie. Alors, Donald Trump, avouons-le, semble avoir peu d'intérêt pour ces attaches entre nos deux pays. Sur le Groenland, pour revenir à lui, il considère que les Danois n'y ont aucune légitimité. Il a d'ailleurs déclaré « Ce n'est pas parce qu'ils ont envoyé un bateau là-bas il y a 500 ans, 3 petits points ». Bon, en fait, celui qui a découvert cette terre, il s'appelle Éric le Rouge, il n'était pas danois, mais norvégien. Alors peut-être qu'il vaut mieux pas le dire à Donald Trump, parce qu'il est capable d'envahir la Norvège, celle-ci lui ayant d'ailleurs refusé le prix Nobel, et malgré l'insistance actuelle dont fait preuve la chef de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, qui en est titulaire pour donner son prix à Trump, une nouvelle fois, le comité norvégien vient de déclarer que le prix ne peut changer de main une fois décerné, ni se partager. Dans son projet fou, Donald Trump rencontre des obstacles. Il y a des généraux qui résistent. Selon le journal Mail on Sunday, survolté par la capture de Maduro, Donald Trump aurait ordonné à l'armée de préparer un plan d'invasion. Mais l'état-major ne l'entend pas de cette oreille. Les généraux ont dit à Trump que cette invasion serait illégale et qu'elle ne recueillerait pas l'aval du Congrès. Bon, mais n'oublions pas que pour le raid sur Caracas, le Congrès et même Tulsi Gabbard, la chef du renseignement, avait été tenu à l'écart. Ce même congrès n'a été briefé sur le Venezuela que près d'une semaine après l'opération. Dernière hypothèse, mais il faut la prendre en compte, on peut penser qu'en utilisant la force délibérément contre le Danemark, membre de l'OTAN, mais en fait Donald Trump cherche en réalité à faire quitter l'OTAN par les États-Unis, qui, comme l'a déclaré Mette Frederiksen, la première ministre danoise, n'aura plus lieu d'être si Washington s'empare du Groenland. Merci beaucoup Régis pour cette chronique complète. Vous me laisserez quand même la phrase de Kissinger, sur un coin de la table. Je la garderai pour moi. Je vous l'enverrai, vous inquiétez pas. Alors déjà, sur ce qui se prépare au Groenland, vous avez rappelé un élément qui est absolument essentiel, c'est que dans les faits, les États-Unis sont déjà implantés au Groenland et peuvent s'y implanter autant qu'ils le souhaitent. C'est-à-dire que ça, c'est un point assez essentiel. C'est depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis peuvent exploiter des bases militaires et entretenir des soldats là-dessus. Concrètement, ça pose une question directement, c'est quel est l'intérêt à partir du moment où les États-Unis ont déjà la main stratégiquement sur le Groenland, quel est l'intérêt de s'en emparer ? Voilà, la question a été posée à Donald Trump, qui a répondu de façon étrange aussi. Enfin, cette affaire est quand même très, très bizarre parce que elle contredit, je mets ça en préambule, elle contredit un principe américain, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont jamais recherché à s'agrandir territorialement. Même si on prend l'opération de Maduro et qu'on admet l'hypothèse que Donald Trump ait fait ça pour la question du pétrole, il s'agit de captation de ressources, on va dire de prendre des parts dans le pétrole vénézuélien, de l'exploiter, à des fins d'ailleurs de redistribution d'après Trump au Venezuela, c'est-à-dire que les Vénézuéliens seront heureux quand on exploitera leur pétrole, parce que ça servira à financer le pays. Voilà, c'est ce que en gros dit Trump. Mais il ne s'agit pas de colonialisme à l'état pur. Or, pour le Groenland, il y a quand même une idée de préemption. Il a dit il faut que on doit posséder. On doit pas, ça peut pas être simplement. Il faut qu'on le possède, il faut qu'on le prenne, voilà. Et il semble arc-bouter là-dessus, et ce qui ferait, voilà, en effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, une augmentation de la superficie américaine. Alors, je l'ai dit, tout ça peut se maquiller à travers des principes de, on va dire, d'association d'États avec une constitution, c'est-à-dire que le Groenland. Il y a des voies médianes, c'est que. Exactement, le Groenland serait officiellement indépendant, il aurait sa constitution, il aurait son parlement, et les États-Unis s'occuperaient de la défense et de la sécurité, en gros, du pays, des fonctions régaliennes, en gros. Mais voilà, c'est des possibilités. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle,
selon les dernières déclarations, parce qu'il faut toujours, Oui. avec Donald Trump, ça peut monter crescendo très rapidement et parfois redescendre ou être oublié. Mais dans les dernières déclarations, il y a bien quand même une insistance et on va voir comment va se passer cette fameuse réunion de mercredi avec Marco Rubio, qui est l'habitué de la négociation avec les Européens. Souvenez-vous, en octobre dernier, quand il y avait eu la promulgation par Steve Witkoff et Dimitri Medvedev, Kirill Dmitriev, pardon. Excusez-moi, Kirill Dmitriev, donc l'émissaire de Poutine, du fameux plan en 28 points. Ce plan était tellement outrageusement en faveur des Russes qu'il a fallu l'amender, travailler avec les Européens. Et puis il a été présenté comme un plan russe d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, mais c'est quand même le plan présenté par l'émissaire de Trump, et je doute que Trump n'avait pas regardé ce plan en disant là, il y a matière à séduire Poutine, parce que ce qu'il veut, c'est arrêter la guerre à tout prix. Mais qui s'était chargé d'aller faire avaler la pilule aux Européens? Marco Rubio. Marco Rubio, qui sur certaines caricatures sur Internet, on le voit tantôt habillé avec le collier bolivarien de Maduro, un pantalon inuit, un turban de mollah iranien, bref. Et en plus, pour complexifier encore la chose, Marco Rubio est d'origine cubaine, et Donald Trump lui a dit en le regardant: je crois que j'aurai bientôt un nouveau job pour toi, président de Cuba. Rubio, à chaque fois, regarde, et il a son petit air discret, il est toujours dans son coin. Il n'est pas très, très expressif, il encaisse, mais on sent bien que c'est la figure utilisée, la figure de diplomate traditionnel, on va dire, puisque c'est le chef du département d'État, et là, on n'est plus dans la diplomatie familiale ou clanique de Donald Trump. C'est l'élément, on va dire, un petit peu de stabilité. Le problème de Rubio, c'est que sa cote de popularité a pas mal monté, et pour faire juste un aparté sur lui, il pourrait être un concurrent d'ailleurs de J.D. Vance. Pour le moment, il a dit que si J.D. Vance se présentait, il ne se présenterait pas, mais voilà, la vraie question qui va se poser, c'est comment va-t-il pouvoir circuler avec tous ces jobs ultra périlleux sans y laisser des plumes et en gardant une image impeccable. Pour le moment, il a traversé la première année de Trump en renforçant sa cote de popularité. Donc c'est quelqu'un à regarder, à observer, parce que c'est un acteur majeur. Et alors, donc, vous le rappeliez, il va rencontrer donc les responsables danois et groenlandais cette semaine, ce mercredi. Selon le chef de l'opposition danoise, qui lui pour le coup a une parole plus libre, ne représentant pas le pays, selon lui, Donald Trump souhaite conquérir, parce que c'est le mot, le Groenland, uniquement pour en fait pouvoir mettre son nom dans les livres d'histoire, pour faire simple, pour pouvoir expliquer ah oui, Donald Trump est celui qui avait après 70 ans 80 ans de paix, en fait qui avait agrandi le territoire américain. On a l'impression que même sur la séquence de Maduro, comme sur la séquence Donald Trump réagit beaucoup à l'ego. Où on a l'impression que son objectif, c'est même pas forcément tant les intérêts stratégiques des États-Unis que sa propre gloire personnelle. Est-ce que, autre exemple avec le Gulf of America, qui remplace le Golfe du Mexique, est-ce que c'est une hypothèse qui est valide selon vous, ou alors est-ce que c'est mal comprendre Donald Trump ? Non, Donald Trump essaye au maximum de faire coïncider les intérêts de sa propre personne et sa propre gloire avec les intérêts américains. De là, parfois, les confondre, c'est clair. Mais il y a un plan derrière. Peut-être veut-il laisser son nom dans les livres d'histoire. De toute façon, je pense, au vu de ce qu'il a fait jusqu'à présent, il y sera, ce nom. Maintenant, avoir conquis une terre à la façon des cow-boys, parce qu'il y a un peu ça aussi dans chaque Américain, il y a toujours l'idée de repousser la frontière, de créer des nouveaux rêves, quoique le Groenland est un rêve un peu glacé, on dira, mais non, il y a évidemment, il n'y a pas que ça, il y a la question du positionnement géostratégique des États-Unis par rapport à la Russie et la Chine, la question des terres rares, elle est évidente, le Groenland a 41 variétés de minerais différents dans ses sous-sols, et encore une fois, moi j'ai eu l'occasion d'y aller en 2019, donc il y a 6 ans, déjà à l'époque, je me souviens que la bande côtière, parce que j'ai fait plusieurs séjours au Groenland, la bande côtière avait singulièrement fondu, la calotte polaire avait reculé de plusieurs
kilomètres. Et dans cet espace libéré des glaces, des entreprises avaient commencé à forer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous disait à l'époque que c'était des entreprises australiennes, mais que ces entreprises australiennes faisaient figure en fait de faux nez, ce que nous disaient les Groenlandais, pour des entreprises chinoises qui n'avaient pas directement accès. Donc on sent bien ce que dit Trump sur la question de si c'est pas nous qui le prenons, ce sera les Russes ou les Chinois. Tout n'est pas entièrement faux. Voilà. Alors, ce qui est assez paradoxal et ce qu'on me faisait remarquer l'autre jour, c'est que Donald Trump explique qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais justement veut s'emparer du Groenland aussi à cause des conséquences du réchauffement climatique, qui serait donc la fonte de la banquise au-dessus de la Russie, parce qu'il y a cette question qui se pose, qui est celle de la route. Enfin, d'une route possible. 3 routes. Exactement, une route possible qui passerait, en tout cas, de la Chine jusqu'à l'Europe, par-dessus la Russie, et qui raccourcirait considérablement le temps de trajet des porte-conteneurs. Cependant, ce qu'expliquent certains experts, c'est que le Groenland, en fait, ne serait pas très intéressant dans cette perspective maritime, parce que le couloir serait plutôt entre l'Islande et la Norvège. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt géostratégique, militaire, au niveau du Groenland? Oui, alors c'est pas tout à fait vrai. Vous parlez de la route Est, qui est quasiment intégralement contrôlée par les Russes, entre le couloir entre la Norvège et l'Islande. Ça se prolonge par le passage du Nord-Est, on va dire. Ce qui débouche depuis le Groenland, c'est-à-dire quand on remonte la côte ouest du Groenland et qu'on a en face de soi la terre de Baffin qui appartient au Canada, eh bien vous avez au nord de la terre de Baffin, le fameux passage du nord-ouest que les conquérants, vous savez, les Anglais avaient perdu 2 équipages de bateaux au 19e siècle pour essayer de trouver ce fameux passage. Les bateaux étaient restés figés dans les glaces jusqu'à ce que il y a une épopée absolument incroyable du HMS Terrible et Tonnerre, je crois, si ma mémoire est exacte, et les équipages ont complètement disparu. Et donc, à partir de là, il y a eu un mythe du fameux passage du Nord-Ouest. Et ce passage, aujourd'hui, est, en raison de la fonte des glaces, accessible une partie de l'année. Parfois, il y a des années plus glacées que d'autres. Mais si vous voulez, même des bateaux de croisière arrivent à se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire en Alaska. Et donc, si ce chemin est emprunté, ça met Osaka à Londres je crois, on fait une économie de 3000 km par rapport au passage par le détroit, pas de Magellan, mais le canal de Panama. Et donc, effectivement, des économies substantielles. Alors, ce qui est intéressant, c'est exploiter, effectivement, une réalité qui est le réchauffement climatique, mais en même temps, on peut dire, oui, on envahit le pôle Nord, qui était une terre, on va dire, sanctuaire, jusqu'à présent, en fait, encore que, à la différence de l'Arctique, il n'y a pas de traité pour les terres du Nord. Et c'est un petit peu la foire d'empoigne. L'Antarctique, pardon. La différence de l'Antarctique, l'Arctique est moins réglementé. L'Antarctique a été sanctuarisé par des traités. Mais là, on est dans un cas de figure où le réchauffement va permettre une économie de distance. Donc, quelque part, aussi, puisque ces bateaux sont quand même extrêmement polluants, voilà, un effort sur l'écologie aussi. Mais c'est effectivement le fret maritime, le vrai enjeu, le contrôle des glaces, le contrôle des ressources sur lesquelles les Russes ont une avancée considérable. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes ont une flotte de brise-glaces nucléaires aussi, ce que n'ont pas les Canadiens. Les Canadiens ont quelques brise-glaces qu'ils peuvent utiliser, qui peuvent éventuellement, si les États-Unis contrôlent une partie, mais voilà, il va falloir développer des infrastructures. Et puis, il y a le fait que ce sont des routes qui restent périlleuses, qui ne sont pas garanties. D'une année à l'autre, la glaciation peut être plus importante et le passage bouché aussi. Voilà. Et alors, maintenant, mettons-nous dans résumé, si vous voulez bien, dans une configuration dans laquelle, eh bien, en fait, le Groenland pourrait être attaqué par Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes, vous l'expliquiez, que Donald Trump veut employer pour acquérir le Groenland, mais celle de la conquête militaire est loin
d'être à écarter. Non, la Maison-Blanche a confirmé qu'elle était toujours sur la table. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, deux questions se posent. D'abord, l'article 5 de l'OTAN, il a été déclenché une seule fois. C'était dans le cadre d'une attaque sur les États-Unis, Ouais. justement le 11 septembre 2001. D'un autre côté, la question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis seraient, eux, prêts à rentrer en conflit militaire avec l'Europe et le Danemark, dans le cas où eh bien, il y aurait des soldats européens sur le sol groenlandais. Est-ce que les États-Unis seraient prêts à attaquer? Et si oui, est-ce que l'article 5 de l'OTAN, entre guillemets, garantirait une riposte? Mais non, là, il ne peut pas y avoir d'article 5, comme je l'ai expliqué, puisque l'article 5 consiste à protéger un membre par l'ensemble des membres de l'Alliance lorsque celui-ci est attaqué. Et que le cas de figure où un des membres attaque un autre membre n'a pas été prévu par le traité. Donc, il ne peut pas y avoir d'article 5. Et c'est pour ça que ce que dit Mette Frederiksen fort justement, si le Groenland, le Danemark est attaqué, l'OTAN s'arrête. Voilà. Et c'est peut-être ce que recherche Donald Trump. C'est peut-être l'intention de Donald Trump. On sait qu'il a dit à plusieurs reprises que comment il souhaitait se retirer de l'OTAN. Il a menacé de le faire, trouvant que les États-Unis payaient une part bien trop conséquente, et c'était vrai à une certaine époque, de la contribution financière à l'Alliance, et que des pays comme l'Allemagne, par exemple, avaient complètement sous-traité leurs moyens militaires aux États-Unis et à l'OTAN, finalement, pour continuer, c'était ça que reprochait Donald Trump à l'Allemagne, pour en parallèle puiser ou acheter les 2 tiers de leurs hydrocarbures à un adversaire de l'OTAN qui est la Russie. Voilà le contexte. Mais donc, est-ce que, selon vous, enfin, Donald Trump, on l'a vu par exemple, c'est bête, hein, mais avec les houthis au Yémen, oui. Il n'est pas non plus très favorable au conflit militaire dans le cas où il y a une riposte en face. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il aime plus les guerres faciles que les vrais conflits où les tirs s'échangent. Est-ce que, selon vous, il y a une possibilité que justement il y ait des échanges de tirs en fait entre Européens et Américains? Mais c'est tout à fait possible. Le problème, c'est le problème auquel on est confronté jusqu'à présent, c'est que les Américains, avec cette base, disposent de 10 000 ou 15 000 soldats déjà sur place. Et donc, il est très facile pour eux, avec des moyens aériens qu'ils contrôlent parfaitement, puisqu'ils évoluent dans ce contexte groenlandais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis le début de la guerre froide. Donc ils maîtrisent parfaitement l'espace aérien, les aéroports. Il suffit que les Américains envoient une partie de ces soldats se prépositionner, ne serait-ce que symboliquement, à Nuuk et dans les principales villes, ou même dans les principaux villages de la côte, puisque les quelques 50 000 Inuits se trouvent regroupés sur l'ouest, quelques villages également sur l'est du Groenland, mais sinon, le Groenland est une terre quasiment vide. Oui. Donc 50 000 personnes, c'est très facile à contrôler, et si des Européens arrivent armés, oui, il y aura peut-être des sommations, il y aura peut-être une confrontation. Je ne sais pas si ça débouchera sur des échanges de tirs, mais en tout cas, on est dans une partie de bras de fer qui est très intéressante, parce que, comme je le disais, ça nous met finalement beaucoup plus face à qui nous sommes en tant qu'Européens que Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, avec son invasion de l'Ukraine, au contraire, il avait redonné de la vigueur à l'OTAN, redonné de la vigueur à l'Europe, donné une stature, offert une stature à quelqu'un comme Ursula von der Leyen, qui a pu s'imposer sur la scène internationale, parce que c'était l'adversaire désigné. Et là, on se rend compte qu'un membre de l'Alliance ne veut plus être notre ami. Et si tant est que les États-Unis aient été un jour nos amis. C'est ça la vraie question. Peut-être qu'on s'est trompé d'ennemis, en tout cas, ou qu'on a refusé, au nom finalement de l'impératif de contrer l'ennemi à l'Est, de regarder ce que faisait celui à l'Ouest et de le considérer également comme quelqu'un n'ayant pas les mêmes intérêts que nous. Et c'est là où je pense qu'il y a... c'est pour ça que je dis pourquoi le Groenland change tout, comme titre de cette chronique, parce que je pense qu'il y a un moment de vérité pour l'Europe, un moment où l'Europe va se dire qu'est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est une superstructure technocratique ? Est-ce qu'on est un marché ? Ou est-ce que véritablement on est capable de déployer des moyens collectivement ? Ça va peut-être aussi être intéressant
que cette prise en charge, ou en tout cas cette action sur le Groenland, si elle va au bout, pourra peut-être servir pour l'Ukraine aussi, quand on va déployer des moyens communs. Pour le moment, on sait que tout ça est très, très éparpillé. On sait qu'il y a plusieurs voies au sein de l'Europe. Là, vous avez Mélanie qui vient de dire il faut reparler à Poutine, mais ça serait bien qu'on désigne une personne, qui n'est pas 27 personnes avec l'avis de Viktor Orban, celui de Friedrich Merz, etc., ou de Keir Starmer et de Macron de leur côté, et qu'on parle et qu'on commence à construire une diplomatie européenne. Peut-être que le Groenland va servir de test à tout ça. Donald Trump, qui d'ailleurs avait fait, on en terminera là, mais plusieurs coups de semonce, justement alertant sur le déclin de l'Europe et son déclassement. Il le refait régulièrement. Voilà, peut-être que en fait, finalement, avec dans un premier temps Vladimir Poutine et ensuite Donald Trump, à eux deux vont en fait ressusciter, voilà. Vous permettre de faire l'Europe c'est une pour le meilleur et possibilité. pour le pire. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Régis Le Sommier d'avoir été avec nous Merci, ce Alexandre. matin, c'était passionnant et puis on suivra absolument ça dans les prochaines semaines parce que ça bouge vite. Ouais. Peut-être qu'on vous invitera même plusieurs fois par semaine à ce rythme. Mais Avec merci plaisir. beaucoup en tout cas d'être venu et à très bientôt.